Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg. Créer des matériaux biosourcés nécessite de l'innovation au service de la durabilité. Nos deux entreprises du jour, très différentes, se rejoignent sur ce point. Bicomp, basé à Fribourg, a dès son origine en 2011 misé sur un matériau d'origine naturelle, le lin, pour créer des solutions composites dont l'application va des skis à l'automobile, en passant par la voile et l'aéronautique. Bicomp emploie aujourd'hui 75 collaborateurs et collaboratrices répartis entre la Suisse, l'Allemagne et la Chine. Issu de l'EPFL, le CEO de Bicomp, Christian Fischer, se déplace aujourd'hui à Aubonne pour échanger avec François Pouliezé, CEO et propriétaire d'Elite. Cette entreprise plus que centenaire fabrique dans la petite ville de la Côte des matelas et sommiers haut de gamme. François, qui a fait une première partie de carrière dans l'automobile, la rachète en 2006 aux descendants des fondateurs. Sous son impulsion, la marque se développe et étend sa présence en Suisse et dans le monde. L'innovation est là aussi au cœur de l'entreprise, au niveau du modèle d'affaires, avec par exemple la location de matelas pour l'hôtellerie, et au niveau des matériaux, comme ici des ressorts en bois développés avec la haute école spécialisée bernoise. Alors bonjour Christian, bienvenue chez Elite. Et j'aimerais bien savoir un peu comment ça se passe chez toi, chez Bicomp, au niveau de la durabilité. Raconte-moi un peu ton histoire. Ouais. Bonjour François, merci déjà de m'accueillir dans ces locaux. C'est fascinant de découvrir ton monde. On a l'impression d'être un peu à l'interface entre la manufacture suisse et puis la technologie, ce qui est, en tant qu'ingénieur, j'aime beaucoup ça. Déjà, 2-3 mots à propos de Bicomp. Justement, alors on a développé un matériau biosourcé très performant. On connaît tous le lin de l'industrie du textile du lin, donc on utilise la même fibre. Et puis on a développé des technologies pour la transformer en matériau hautement performant, un matériau composite. Tu connais aussi le carbone, peut-être je sais pas, ta raquette de tennis ou ton cadre de vélo. C'est la même approche, donc on renforce un plastique avec des fibres, sauf qu'on utilise la fibre de lin à la place d'utiliser des fibres synthétiques comme le verre ou le carbone. Avec le résultat qu'on a des matériaux très performants, donc on peut remplacer le carbone dans certaines applications. On remplace aussi du plastique injecté dans des pièces automobiles intérieures. Et puis on est dans la décarbonation, donc on peut enlever jusqu'à 85% d'empreinte carbone dans une pièce automobile par rapport comparé au carbone typiquement. D'accord. C'est assez génial ça. On va bientôt pouvoir faire un partenariat pour faire des ressorts en matériaux biosourcés. Peut-être, oui, peut-être. Ça serait une bonne synergie à développer ensemble, ça. Ouais. Et puis, comme je te disais avant, pendant la visite, on a clairement cette ambition et puis le devoir aussi donné par l'industrie automobile d'imaginer déjà le deuxième cycle de vie du matériau avant même de le développer. Ou dans le développement du matériau, on doit aussi déjà imaginer le deuxième cycle de vie. Donc, on développe un matériau, on le produit, on le met à disposition de l'industrie automobile. Puis l'idée après, c'est de le récupérer, de le retravailler et puis de pouvoir l'utiliser dans un deuxième cycle. Et pourquoi pas imaginer une deuxième vie d'une ancienne pièce automobile dans un sommier de lit, par exemple. Oui, par exemple. Oui, parce que chez nous, alors, évidemment, le recyclage est un vrai sujet parce que quand on vend un lit, un matelas, on récupère le lit parfois de nos concurrents, hein, et le recyclage est relativement compliqué. Donc c'est un vrai sujet, la deuxième vie d'un produit de literie. Donc vous êtes là-dedans, vous recyclez, alors, on peut vous amener les vieux matelas. Ce qui est chez nous, ce qui est fait par nous, on sait comment les recycler. Par contre, ce qui est compliqué, c'est souvent le recyclage de produits tiers. Parce que souvent, c'est des mousses ou autres et des polyuréthanes qui sont relativement compliqués à retraiter. Et puis, ça part des fois un petit peu trop loin. Donc, pour le moment, il n'y a pas vraiment de solution. Donc, un ressort ou des matériaux biosourcés, c'est un peu notre objectif prochainement, puisqu'on a développé un ressort en bois avec l'école du bois à Bienne, où là, on prend du bois suisse, on le fabrique dans nos ateliers, donc on est vraiment en circuit court. Et c'est vraiment dans notre philosophie, notre ADN, tout ce qui est développement durable.
d'abord, protection de la planète évidemment, on produit avec de l'énergie verte, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, donc tous nos produits sont fabriqués avec de l'énergie verte. Et puis à côté de ça, on n'utilise que des matériaux naturels pour toute la régulation thermique et autres, des lainages. Alors c'est bon pour la planète, mais c'est aussi bon pour les humains, parce que souvent les produits de literie sont, je ne vais pas dire des bombes chimiques, mais pas loin, parce qu'ils sont souvent issus de l'industrie pétrolière. Et puis il y a beaucoup de traitements chimiques, quand on parle d'antibactéries, anti-taches, anti-feu, etc. C'est toujours des traitements chimiques qu'on respire et qui sont relativement mauvais pour la santé. D'accord, c'est super intéressant tout ça. Et tu montrais avant, c'est un multicouche, avec beaucoup de matériaux très différents. Oui. Explique un peu davantage comment vous choisissez tel ou tel matériau dans cette construction. Alors, en fait, juste pour bien dormir, pour faire simple, il faut du confort, du soutien du dos et puis de la régulation thermique. La régulation thermique, justement, on l'a fait avec des matériaux naturels, comme de la laine de mouton suisse, du crin de cheval. Et on doit réguler la température du corps pour pouvoir bien dormir. Et puis, donc, il nous faut des matériaux qui sont respirants et qui absorbent aussi l'humidité, puisqu'on perd à peu près 1 millilitre d'eau par nuit. Et ce n'est pas toujours agréable quand on est sur des matériaux synthétiques d'avoir le dos qui est tout mouillé, on sent un peu, si j'ose dire, baigné dans notre jus, alors que les matériaux naturels comme la laine, le cachemire vont réguler. Et puis il y a des fibres qui sont un peu plus fraîches, comme la soie. Par exemple, la soie de tussa est une fibre fraîcheur qu'on va utiliser plutôt pour des faces été de nos matelas ou pour les pays chauds. Et puis on a aussi du cachemire qui est une fibre un peu plus chaude qu'on va utiliser sur les faces hiver pour faire un peu plus cocooning. Donc on va jouer comme ça avec à la fois des fibres animales, les différents lainages, chameaux, alpagas, etc. Et puis des fibres plutôt végétales comme des algues, cicelles, du lyocell ou des fibres comme ça qui font en fait le même principe que les lainages avec des degrés différents de régulation. Ah ouais, c'est vraiment très intéressant. Par rapport à la durabilité, je sens que c'est très important pour toi personnellement. C'est quelque chose que vous mettez en avant aussi dans la vente par rapport à vos clients. Et si oui, est-ce vous mettez plutôt en avant l'aspect santé, l'aspect éviter de s'exposer à des produits chimiques, ou est-ce que votre clientèle, on est dans le luxe premium, est-ce qu'ils sont aussi sensibles aux soucis climat, aux soucis vraiment durabilité pour le produit? Oui, mais je pense que ça vient en deuxième temps. La première interrogation, c'est vraiment l'aspect santé, parce qu'on a le nez sur notre matelas pendant 6 à 8 heures chaque nuit. On va garder son matelas entre 10 et 20 ans. Donc tous ces produits chimiques qui vont un peu s'évaporer avec le frottement, la chaleur, l'humidité. Donc il y a vraiment une belle prise de conscience sur l'aspect santé, évidemment l'aspect environnemental pour certaines personnes. On est, je ne vais pas dire les seuls, mais pratiquement les seuls fabricants d'avoir toute notre gamme de matelas qui est certifiée écolabel européen. Et là, ça prend l'écolabel européen est intéressant parce qu'il attaque depuis le traitement des matières premières jusqu'au recyclage du produit, et en même temps toute la partie durabilité, toute la partie résistance du produit, parce que de faire un matelas qui est composé qu'avec des fibres naturelles, mais que tu dois changer tous les 2 ou 3 ans, ce n'est pas non plus un matelas durable. Donc il y a ces 2 composantes qui sont intéressantes dans l'écolabel. Donc oui, on est très concernés. Je suis petit-fils de paysan, donc je suis très proche de la terre. Donc forcément, j'aime ces circuits courts, de favoriser d'abord aussi les producteurs. Tout ça me tient à cœur. Et c'est l'avantage quand j'ai repris Elite de pouvoir faire les produits qui me correspondent. Et on sent, il y a une vraie traction du marché sur ce genre de produits. Ouais. Mais toi, tu dois le sentir aussi chez toi, j'imagine. Hein. C'est pas un effet de mode, c'est vraiment, il y a une vraie lame de fond qui est en train de s'opérer, je crois. Il y a clairement une vraie tendance, ouais. Et puis, je crois que ce qui a été décisif pour nous, c'est vraiment de montrer qu'on est capable de non seulement faire quelque chose de durable dans le sens écologique du terme, mais qu'on est aussi capable de faire quelque chose de performant et de manière crédible. Et ça, pour nous, ça a été, je pense, vraiment le jalon clé pour ça. Ça a été le jour où on a réussi à entrer chez Porsche Motorsport. C'est clair qu'avant, on était une start-up clean tech suisse cool, on va dire. Ouais.
puis d'un jour à l'autre, on est devenu fournisseur de Porsche. Alors ce n'était pas encore Porsche route, voiture de série, mais Porsche sport automobile. Clairement, en termes de performance, d'étiquette de performance, c'était pour nous une étape très importante. C'est là où on a gagné beaucoup en crédibilité, où les gens commencent à se dire, OK, d'accord, c'est marron, c'est un look un peu chalet chic comme ça. C'est pas comme le look carbone à la base, en tout cas, ça ne l'était pas. Mais clairement, en termes de performance, on a gagné beaucoup en crédibilité. Et puis, on a travaillé aussi le look depuis, donc on a appris à teindre la matière. On peut maintenant faire des looks, on peut teindre en gris métallique, si on veut, pour enlever un petit peu justement cette partie un peu chaussette de laine qui clash un petit peu avec ce côté performance. C'est un aspect technique. Exactement. Ouais. Donc on a apporté beaucoup de technicité, on a aussi appris à fonctionner les innomatériaux pour passer aussi des tests qui sont très durs, très rudes en termes de performance long terme, où on expose les matières à des UV à haute intensité, à des cycles chaleur humide, pour voir vraiment si le matériau reste stable. Alors, aussi longtemps qu'on est dans la course automobile, que nous, on a utilisé un peu comme plateforme de crédibilité et puis d'innovation avec nos clients automobiles, c'est pas vraiment un sujet parce que les pièces n'ont pas des temps de vie très, très longs. Donc, c'est un vrai laboratoire. C'est un vrai laboratoire, exactement. Ouais. Et puis après, quand on passe par contre sur les voitures de série, là, oui, il faut pouvoir montrer que la couleur est stable, que la surface ne va pas commencer à se craquer avec le temps. Donc, on a des vrais challenges avec une matière maintenant par l'avant qui aime bien l'humidité. Donc on a une matière première qui est hydrophile, qui aime bien aspirer l'humidité. Il faut qu'on gère ça, il faut qu'on l'isole de l'extérieur. C'est marrant parce que je pensais que le lin, c'était une des matières qui nécessitait le moins d'eau à la production. Alors à la croissance, oui, mais le fait est que c'est quand même une chaîne cellulose et qui aspire l'humidité à l'état quand on a extrait la fibre et puis qu'on l'a tissée. Donc ça, c'est des éléments et qui dit absorption d'eau, dit aussi mouvement. Donc clairement, une fois qu'on a la fibre qui est insérée dans un plastique, ça va générer des tensions, puis on va le voir à la surface. Donc c'est tous des éléments qu'il faut apprendre à gérer et puis il faut justement réussir à créer des pièces avec cette matière première biosourcée qui vont quand même respecter les cahiers des charges des automobilistes. Typiquement avec BMW, là, on a décroché un très gros contrat où ils vont maintenant remplacer le carbone des M, donc de leur voiture de performance, puis ils vont remplacer toutes les pièces carbone à partir de 2027, puis utiliser notre solution. Déjà 2027 Oui, 2027. Puis quel type de pièces donc typiquement, la plus phare, c'est le toit. Les BMW M ont un toit carbone aujourd'hui. Donc là, on a développé avec eux un tissu customisé. Donc on parlait aussi avant de customisation, où leurs designers ont dit, voilà ce qu'on voudrait. On a une certaine architecture textile, on a un coloris qui est très spécifique. Et puis une fois qu'on a créé ça dans un labo, qu'on a réussi à leur montrer qu'on peut créer un matériau qui répond aux spécifications qui sont très strictes. Après, il faut montrer aussi qu'on arrive à le produire pas en 2-3 mètres carrés, mais qu'on pourra faire des centaines de milliers de mètres carrés à toujours la même qualité. Donc ça, c'est des challenges clairement qui nous ont beaucoup occupés ces dernières années et puis qui nous occupent maintenant toujours. D'accord. Et vous êtes combien? Vous êtes que des ingénieurs ou bien chez Bicomp? Non, alors on est 75 maintenant. Je prends après un tiers de ces personnes qui sont des ingénieurs. On n'est plus dans une start-up, on est dans une scale-up là. C'est ce qu'on appelle une scale-up, exactement. Ouais. Et clairement, on a justement ces problématiques de montée en puissance en termes de série, en termes vraiment de multiplier la production. Et c'est là où, il y a quelques années, on a dû aussi, nous ingénieurs qui pensons des fois qu'on sait un peu tout faire, comprendre que produire quelque chose, quelques mètres ou quelques centaines de mètres ou quelques centaines de millimètres, c'est un autre monde. Donc on a maintenant des ingénieurs, des professionnels de production qui sont venus nous aider à justement monter la production. On a aussi une équipe conséquente de gestion de qualité qui est devenue un sujet beaucoup plus important. Avant, on a commencé dans l'industrie sport et loisirs où la qualité, c'est, on va dire, avec une feuille de spec, de spécification, on voit un produit, ça se passe assez bien, on va dire. Tandis que là, dans l'industrie automobile, quand l'enjeu, c'est que peut-être la production s'arrête avec des coûts faramineux, c'est clair qu'en termes de gestion de qualité et process qu'il faut mettre en place, c'est une toute autre discipline. Donc on a, je dirais, un tiers toujours ingénieur, beaucoup axé sur le développement, mais de plus en plus aussi sur le support client. Parce que fait est qu'on a un nouveau matériau, donc le support client au début,
pour l'acquisition du client est assez conséquente. Puis après, on a une équipe qui gère les opérations qui est aussi maintenant très conséquente. Et puis tout ce qui est, on va dire, service de support, tout ce qui est qualité, tout ce qui est financé comme ça. Puis on arrive à trouver des financements dans ce domaine où il y a oui, trouver des investisseurs suisses ou... Alors oui, on a un mix, je crois, les plus... Alors on a clairement commencé au début, il y a maintenant plus de 14 ans, c'était ce qu'on appelle des family office, donc plutôt des industriels suisses qui nous ont soutenus. Après, on est arrivé dans une phase très intéressante où justement on a réussi à entrer dans l'industrie sport automobile et puis on commençait aussi à travailler avec l'industrie automobile de série, où là on a réussi en 2021 à attirer des investisseurs comme BMW iVentures, qui est le groupe d'investissement lié à BMW, Porsche Tech Fund, Porsche Ventures, Volvo Tech Fund et puis Airbus Ventures. Donc ça, c'est pour nous vraiment la validation que l'industrie est demandeuse de nos solutions. Elle croit y en croit, ta solution. exactement. Ouais. Ouais, c'est magnifique, ça. Donc ça, c'est une success story, ça. Ouais, alors c'est une success story. On pourrait faire une autre émission sur qu'est-ce que le succès. Mais disons que clairement, oui, on a réussi à attirer des investisseurs qui sont très stratégiques pour nous et qui nous ont beaucoup aidés à avancer dans le bon sens. Après, c'est clair que ça vient avec pas mal de pression, ça vient avec des attentes en termes de croissance. Et puis le contexte industriel, d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir comment toi, tu le ressens, mais clairement l'industrie automobile européenne, où on est très exposé. Elle n'a pas le vent en poupe. Pas le vent en poupe. Par rapport à l'industrie chinoise qui pousse. Exactement. Ouais. Donc on se retrouve un petit peu là au milieu de ce genre de choses. On a beaucoup misé, beaucoup investi sur l'industrie européenne, justement, automobile européenne. Et puis on est très fortement exposé. Il y a des marques comme Porsche qui ont des gros soucis actuellement. Donc on est un petit peu tributaire de ça aussi. Au niveau matières premières, c'est endless, c'est sans fin, tu arrives à te sourcer facilement? Oui, alors aujourd'hui, donc on se source en lin. Donc il y a une base d'industrie textile qui est très conséquente, qui est là depuis les Égyptiens. La momification des Égyptiens se faisait déjà avec le lin. Donc on a une structure, une chaîne de valeur qui est là, qui est robuste, qui a une très forte connotation française et belge, à savoir que à peu près 80% du lin produit dans le monde aujourd'hui vient du nord de la France, la Belgique, de la Hollande. Ah oui, nous, si proche. Ouais. Donc nous, on source là-bas. On est encore aujourd'hui une toute petite partie par rapport à l'industrie textile. Et puis le lin, tu en parlais avant, c'est une plante qui pousse relativement facilement, avec peu d'irrigation, qui a besoin de très peu de chimie aussi, et qui est ce qu'on appelle une plante de rotation, dans le sens où les agriculteurs aiment insérer des plantes comme le chanvre, comme le lin, dans les cycles de 6 ans. Parce que ça leur permet de revitaliser les sols. Donc c'est vraiment une plante durable, réellement durable dans ce sens aussi. Et puis les surfaces sont extensibles. Donc les surfaces agricoles qui sont allouées au lin sont augmentées quand l'industrie du textile demande du lin. Quand elle en demande moins, c'est un petit peu compressé. Donc nous, là-dedans, on a réussi à trouver nos partenaires qui étaient prêts aussi à nous accompagner, parce que clairement, les demandes en termes on va dire, les requis qualité sont très différents pour nous, qui avons un produit très technique et qui allons dans l'industrie automobile, par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude dans le textile. Donc ça aussi, ça a été tout un travail à mettre en place. Mais du coup, oui, on a aussi, tu parlais avant de chaîne valeur compacte. C'est quelque chose qui aussi plaît beaucoup à l'industrie automobile, qui a l'habitude d'acheter des fibres de carbone japonaises dont le précurseur venait d'Écosse, et puis on a des chaînes de valeur globales qui sont du non-sens, mais qu'on a construites là sur le modèle de la globalisation. Exactement. Et maintenant, il y a une vraie prise de conscience pour les circuits courts, de plus en plus, clairement. Et puis, d'autres débouchés que l'automobile, ou tu vois d'autres Alors, oui, on a commencé justement dans l'industrie de ce qu'on appelle les sports et loisirs, qui est un marché qui est très intéressant pour une jeune start-up, parce que les barrières d'entrée sont assez faibles ou assez basses, dans le sens où c'est des marchés qui sont peu régulés. Je parlais avant des requis automobiles qui sont très poussés. Dans l'industrie sport et loisirs, ils sont beaucoup plus légers, ce qui nous a permis à l'époque d'acquérir assez rapidement des marques comme Stöckli, comme K2 et d'autres, typiquement dans le ski. Mais par contre, la volatilité aussi est plus importante. Donc dès qu'on a un mauvais hiver, on aura moins de commandes l'année d'après. Donc c'est moins prévisible dans ce sens-là. Et puis on vise maintenant aussi l'aérospatiale. On a un projet avec Lufthansa Technik, et puis aussi on a commencé à travailler aussi maintenant avec Airbus
Par contre, là, les requis sont encore plus élevés parce qu'il y a toutes les histoires d'anti-feu où le lin, a priori, il aime bien brûler. Donc, on a un challenge à vraiment de nouveau fonctionnaliser la matière pour passer les requis anti-feu. On y arrive au labo, puis maintenant, il faut répliquer ça à l'échelle industrielle. Dans le mobilier, des choses comme ça, il y a des vues, il y a des possibilités. Alors, c'est une question intéressante. Toi, tu es très bien placé, François, pour savoir qu'il y a une forte perception dans le mobilier qui est liée au poids. En général, nous, on recherche la légèreté, puis les gens, quand il s'agit de mobilier, la qualité, c'est lourd. Donc, on a un petit peu un clash en termes de qualité perçue, comme on appelle ça. Ou après, oui, il y a des looks intéressants. On a fait des projets très axés design où justement on peut jouer sur le coloris. Mais voilà. Oui, mais ça peut être les formes aussi, hein, parce qu'avec nous, on travaille évidemment beaucoup le bois. Ouais. Et de donner des formes à nos têtes de lit ou à nos différents petits meubles qui agrémentent la chambre à coucher, ça reste relativement compliqué. On fait des têtes de lit, on est beaucoup dans le cocooning, hein, on essaie de faire des têtes de lit qui s'arrondissent comme ça. Et c'est un travail assez important pour modeler le bois et de pouvoir peut-être faire des moules avec... certains fabricants italiens utilisent carrément du métal. Hein. Ils ont une plaque en métal qui moule, et puis après ils mettent une mousse dessus, et puis du tissu. D'accord. Et puis tu as l'impression que c'est... Il y a pas, au niveau de durabilité, c'est pas génialissime. Ouais. Et puis c'est un peu... Alors oui, au niveau du poids, alors c'est là, parce que tu as une belle plaque t'as une belle plaque d'acier dans ta tête de lit ou dans ton meuble. Mais il y a peut-être mieux à faire. D'accord. Parce que moi qui viens aussi du monde de l'automobile, construire lourd, c'est pas un problème. C'est de construire léger qui est un problème. Ouais. Et je pense qu'il y a un mariage des deux qui est très intéressant. Ouais. Absolument. On parlait avant de recyclage. Moi, je serais curieux de savoir concrètement quand tu reçois, tu parlais d'un cycle de vie de 10-20 ans. Quand tu reçois à nouveau un matelas qui a 10-20 ans d'âge, est-ce que tu réussis à récupérer des matériaux dans ce matelas et les réinsérer dans un nouveau matelas ou ils sont devenus obsolètes? Non, alors déjà pour des questions d'hygiène. Et puis, alors, un produit industriel va durer entre 5 et 10 ans. Ouais. Nos produits sont faits pour durer 20, 25, 30 D'accord. ans. Du reste, on a des garanties à vie sur nos produits pour les garanties de défaut de fabrication. Mais c'est relativement compliqué parce que, comme tu l'as vu dans la production, plusieurs matières sont cousues ensemble. Ouais. Donc, et puis elles n'ont pas la même nature, donc ça peut être du tissu, ça peut être, pour des produits industriels, ça va être de la mousse qui est cousue avec. Donc il faudrait des petites mains ou des gens qui décousent tout ça. Donc ça reste très compliqué. Aujourd'hui, certaines entreprises de recyclage disent oui, nous on vous recycle le matelas. D'accord. En fait, tu ouvres un matelas, si tu as des ressorts dedans, tu peux récupérer le métal d'un côté, et puis le reste... Certains disent oui, on récupère les mousses, mais après, quand tu regardes vraiment dans la chaîne, ils vont les envoyer en France, en Italie ou je ne sais pas où pour faire des traitements. Tu ne sais même pas si ce n'est pas juste pour les brûler. Ouais. Donc, en termes vraiment si tu regardes la chaîne de valeur, elle est pas très bonne. Nous, aujourd'hui, c'est relativement clair. Si des produits qu'on reprend sont encore une vie possible, des fois, il y a des associations, des gens comme ça qui peuvent être intéressés. Si, par contre, ils sont complètement en fin de vie, par exemple, si tu prends un lainage, ce qui fait la caractéristique de la laine aussi, c'est la kératine. Autrement, si tu laves la laine trop, ça devient un peu comme de la fibre de verre. Elle n'a plus du tout de particularité. Donc en deuxième vie, si on devait relaver ces lainages-là, ils perdraient toute leur... Donc là, ça pourrait partir dans l'isolation, des choses comme ça. Et puis on n'a pas forcément envie de dormir sur des matériaux qui ont déjà servi. Ça reste un peu sensible. On est vraiment dans des produits un peu hygiène et tout ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de solutions. Nous, ce qui est vraiment en fin de vie, pour l'instant, ils sont incinérés. En l'occurrence, à la Satom à Montaix, qui l'utilise pour chauffer la ville, grosso modo. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a trouvé. Maintenant, quand c'est nos produits, c'est un peu plus facile parce que justement, il y a des lainages qu'on va pouvoir utiliser.
On recycle beaucoup tout ce qui est, par exemple, bois, tissu. On leur donne une vie complémentaire. Tout ce qui est neuf, mais en déchets, ça, on leur donne une vie complémentaire. Ah, super, ouais. On arrive à, je ne vais pas dire 0 déchet à la production, mais pas loin. Ouais. Par exemple, quand il nous reste du tissu pour des lits, on va faire des coussins brodés. Ouais. Si on a des lainages, on les redonne à notre fournisseur, à notre partenaire, qui va les recarder pour nous les redonner, parce qu'on a des chutes des fois qui sont relativement importantes. Le processus nous coûte plus cher. À la fin, le rouleau de laine recyclé, réutilisé, parce que c'est toujours du neuf, nous coûte plus cher que l'original. Mais on a à cœur de le faire parce qu'on ne veut pas jeter cette matière première. Et puis on est neutre en transport puisqu'il nous livre la marchandise, on lui redonne de la marchandise, donc on est neutre en transport. Là, ça fait du sens. Donc il faut toujours regarder dans tout ce qui est recyclage, dans tout ce qui est, comme chez toi, je pense, mais tout ce qui est vraiment matériaux bio, etc., toute cette chaîne de valeur, c'est tous les à côté, en fait, hein, transport, transformation et autres. Puis il y a des choses, c'est des mauvais plans, quoi. Faut faire attention, c'est du greenwashing, bien souvent. Oui, il y en a beaucoup. Ouais. Donc on est assez sensible à ça. On essaie de bien mesurer un peu tout. On est en train de mener toute la traçabilité de nos matériaux. On en est à bientôt connaître le nom de la chèvre qu'on a tondue pour faire le matelas. Donc on va très loin dans la traçabilité de nos produits. Ah, super. Tu me montrais avant le ressort justement en bois. Et puis tu m'expliquais que vous avez développé ça avec la HES. Oui. Alors, typiquement, j'avais une petite folie qui me passe, des chonettes de temps en temps qui me passent par la tête. Et là, c'était de faire un ressort en bois qui a les mêmes particularités qu'un ressort en métal, c'est-à-dire le même confort, durabilité, etc. Mais de le faire en bois avec du bois suisse et puis de pouvoir le fabriquer dans nos ateliers. Et donc j'ai été trouver l'école du bois à Bienne. Et on a fait d'abord une étude de faisabilité. Ils m'ont fait des trucs complètement farfelus avec des languettes, des trucs. Et puis finalement, quand on est passé au mode vraiment de développement, de recherche, ils sont tombés sur quelque chose d'assez simple, somme toute, avec de l'épicéa massif et puis une scie circulaire qui vient tailler spécifiquement dans les fibres, et puis qui nous donne quelque chose d'assez étonnant. Un ressort comme ça en bois que tu peux essayer, qu'on met dans nos sommiers. C'est un produit qu'on fabrique maintenant depuis à peu près 8 ans et qui intéresse plutôt les marchés germanophones. D'accord. Les Suisses allemands, les Allemands, les Autrichiens sont intéressés par ce type de produit. Les Latins, ouais, c'est sympa, mais ils vont rester plus traditionnels. D'accord, c'est intéressant. Ouais. Et puis, justement, parce que ton business m'intéresse, parce qu'on parle de biosourcé, je suis en train de regarder aussi avec la haute école, la HIGVD, pour développer un ressort biosourcé pour mettre dans les matelas. Parce qu'on a tenté avec le bois de faire un ressort pour les matelas, mais c'est plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de torsions, et puis on est vite dans le sens de la fibre, donc ça peut casser. Et puis, définitivement, pour le matelas en lui-même, le confort n'est pas aussi important qu'on l'aurait souhaité. Donc on en a développé un, ça se passe bien. Il y a certains fabricants qui ont tenté de faire des choses. Souvent c'est accompagné de mousse, donc c'est pas très glorieux. Pour l'instant, ce qui est bois dans le matelas, c'est pas très glorieux. Par contre, maintenant, il y a des vrais matériaux biosourcés, comme le lin typiquement, où on pourrait fabriquer un ressort qui n'a pas besoin d'être quelque chose en spirale, mais qui peut être une autre forme, qui peut être inspirée, et puis de pouvoir éventuellement le fabriquer sur une imprimante 3D, par exemple, et puis de le fabriquer dans nos ateliers. Donc on est dans cette recherche-là aujourd'hui. Alors peut-être que ton matériau, ça serait un débouché. Ouais, clairement c'est très intéressant. Puis comme je disais avant, on a le devoir d'imaginer déjà le deuxième cycle de vie. Et pure coïncidence, on travaille aussi avec différents acteurs pour justement essayer d'imaginer ce que pourrait être ce deuxième produit.
Et puis moi j'ai vu il y a une semaine pour la première fois une pièce imprimée 3D avec à la base de matières recyclées. Donc on prend, imagine une garniture de porte ou aussi un dossier de siège par exemple. La nouvelle Polestar 5 elle a un dossier de siège qui est fait de notre matière. Donc visuel, tu peux prendre cette pièce, tu peux la broyer. Et puis, tu peux effectivement l'utiliser en imprimant 3D. Donc, tu as un polymère qui est renforcé forcément après ou à travers, à cause de l'étape de broyage. Les fibres vont être coupées, alors que nous, à la base, on travaille avec des fibres longues. Mais quand même, tu as un composite à fibres courtes, donc tu as un plastique qui est renforcé par des petites fibres de lin. Et c'est vrai que la pièce que j'ai vue, c'est assez bluffant. Au niveau propriété, on a toujours un petit peu le souci de l'odeur quand on commence à déchiqueter comme ça de la cellulose. On génère des composants volatiles, donc ça génère un peu d'odeur qui est typiquement dans l'habitat avec l'automobile et pas. Ouais, alors dans le matelas, ce serait rédhibitoire. Hein. Oui, d'accord. Ouais. La moindre odeur, tu as le nez sur ton matelas, il y a des gens qui sont hyper sensibles. Déjà, même avec les lainages, des fois, j'imagine. Certains disent. Donc c'est pour ça qu'on est très précis sur le lavage pour justement pas enlever la kératine, mais les odeurs. Donc c'est un vrai sujet à adresser, mais je pense qu'il y a des choses à faire. Oui, clairement. Ouais. Je suis assez optimiste dans le domaine. Ouais. Non, mais alors avec plaisir. Ouais. Parce que nous, forcément, personne ne dit qu'on doit revendre dans l'industrie automobile. Au contraire, moi, j'aimerais bien aussi justement diversifier par rapport à ce qu'on discutait aussi avant avec les soucis qu'on voit aujourd'hui avec l'industrie automobile européenne. Donc oui, c'est clair que si on pouvait extraire, nous, en fin de vie, ou même aussi des déchets de production, et puis les insérer, les injecter dans une autre industrie, c'est quelque chose qui nous intéresserait beaucoup. Ouais, je pense qu'on va incorporer l'ingénieur de la chez GVD dans le projet, de voir comment on peut collaborer avec vos fibres pour faire un ressort. Parce que vraiment, c'est vraiment la prochaine étape. Je suis vraiment sur ce projet. Et par chance, en visitant aussi les labos de la HEIG, tu découvres à la fois des pépites et puis des ingénieurs passionnés qui ont à cœur de développer des produits pour l'industrie. Et je pense qu'on peut vraiment faire un projet tripartite ça peut être très intéressant. Qui sera intéressant. J'aime bien travailler avec les HES parce qu'ils sont vraiment performants, ils vont vraiment jusqu'au bout des choses, ils développent le prototype, ils trouvent les partenaires, les sous-traitants éventuels. Donc c'est un vrai plaisir. On arrive vraiment à avoir un produit finalisé, qualifié. Ce serait intéressant d'aller au bout de ce projet-là. Ouais. Et tu as toujours travaillé, donc tu m'as dit avant que tu as repris l'entreprise il y a 20 ans. Ouais. Tu as toujours eu cette culture d'innover puis de travailler avec des hautes écoles suisses pour imaginer la prochaine génération de tes produits? Oui, alors évidemment, Elite, c'est d'abord une entreprise familiale, traditionnelle, avec matériaux naturels. Et ça pourrait paraître un peu, puis surtout l'industrie du matelas, du lit, ça peut paraître un peu poussiéreux comme ça. Et moi, je viens du monde aussi de la technique, donc j'aime bien la technicité. Donc d'abord, j'ai beaucoup innové ou cherché des innovations dans les ressorts, dans les typologies de ressorts, pour pouvoir offrir des conforts différents pour chaque dormeur, pour avoir du soutien ponctuel. Et puis aussi pour pouvoir, il y a des questions de budget des fois, parce qu'on entasse des couches de ressort, donc forcément ça peut coûter vite plus cher, mais on a trouvé des technicités qui nous permettent d'avoir un confort excellent et de sortir un matelas artisanal au prix d'un matelas industriel, qu'avec des fibres naturelles. Donc j'ai démarré dans cette industrie en ayant vraiment un regard technique sur la partie ressort. Et puis ensuite, comme je disais, mon ADN, c'est vraiment la nature, le respect de la biodiversité, etc. Donc, j'étais très concerné par ça. Et donc, j'ai fait en sorte que ça devienne un matelas le plus naturel possible. Et puis ensuite, j'adore l'innovation. Et puis, et c'est une industrie qui en fait, n'évolue pas beaucoup, qui n'est pas du tout innovante ou très peu innovante. Et donc, en côtoyant,
j'ai fait partie de différentes associations qui met en relation le monde académique et le monde économique. Donc, dans ce mélange des genres, si j'ose, j'ai appris à connaître des ingénieurs qui disent « Ah ben ouais, c'est super, on pourrait développer ceci, on pourrait développer cela, etc. » Donc j'ai vraiment essayé d'apporter, avec toute notre équipe, d'apporter de l'innovation à tous les niveaux. Le ressort en bois, on a développé une solution pour... on était confronté dans l'industrie hôtelière au prix, parce qu'évidemment on fabrique ici en Suisse, et puis l'industrie hôtelière, souvent c'est des gros volumes, ils sont très sensibles au prix, la qualité des fois un peu moins, le côté durabilité, si ça coûte rien, ça va. Donc il a fallu être un tout petit peu aussi innovant dans le domaine, c'est-à-dire qu'on loue nos lits à l'utilisation. Ouais. On a développé une technologie qui nous permet de louer nos lits à l'utilisation. Donc du coup, on contrôle aussi la durabilité. Ah wow, ok. Et donc on a un capteur qui est inséré dans le matelas qui nous dit s'il y a un dormeur dessus, donc on va facturer à l'utilisation. Et du coup, on sait le nombre de nuits que le matelas a été utilisé, on peut passer d'un matelas d'une chambre à l'autre s'il est moins usé. Donc on va vraiment optimiser le parc de literie. Donc c'est un produit qui marche assez bien, qu'on a lancé il y a maintenant 12 ou 13 ans. Et pour l'hôtelier, c'est tout bénef parce qu'en fait, tu n'as pas besoin d'investir et puis tu payes en fonction de ton occupation. Donc du coup, là, il s'offre des matelas de qualité parce qu'on parle de 50 centimes la nuit pour un matelas. Donc on n'est pas sur des tarifs exorbitants. Ouais. Donc voilà, on a toujours cherché et on cherche toujours à innover. Ouais. Ça me paraît essentiel. Ouais, je trouve intéressant aussi, tu mets en avant aussi une innovation vraiment en termes de ton modèle de business. Tu vois, parce que beaucoup de gens, quand on parle d'innovation, ils pensent qu'au produit. Puis là, c'est génial d'aller vers des hôteliers puis dire, mais en fait, tu n'as plus besoin d'acheter mon matelas, je te loue. Et puis en plus, il prend une partie de son risque qui est qu'il ne sait pas s'il va vendre toutes les nuits. Donc c'est clair que c'est... je pense que c'est hyper important, surtout vous êtes ici en Suisse, vous faites justement de la manufacture en Suisse, avec la problématique qu'on y connaît forcément. Donc chapeau, parce que forcément il faut avoir des idées comme ça pour pouvoir perdurer. Alors moi je suis assez convaincu qu'on doit changer de modèle. Hein. Le modèle consumériste qu'on a aujourd'hui, il s'essouffle, hein. C'est plus possible. Et le contre-pied à ça, pour moi, c'est l'économie circulaire et puis l'économie de partage. C'est ridicule d'avoir ta perceuse que tu utilises 2 fois par année pour planter pour mettre 2 tableaux dans le truc ou bien pour faire 2 trous, quoi. On doit sortir de ce modèle et puis pour moi vraiment l'économie de partage, l'économie de fonctionnalité, l'économie circulaire, c'est demain. Ouais. Mais j'espère que c'est demain et pas trop après-demain, quoi. Ouais. Et il faut que les entrepreneurs, les entreprises s'engagent dans ces nouveaux modèles d'affaires parce qu'on peut plus, on est à saturation totale là. Mais parallèlement à ça, c'est assez étonnant parce qu'on voit des modèles de consommation à outrance qui se développent à cause ou grâce à la vente en ligne. Ouais. Hein, tu vois, ces plateformes de vêtements chinois à 2 balles, je veux dire, ça fait souci, quoi. Ça fait souci parce que là, on est dans la consommation à outrance. Et ça, c'est des modèles qui me gavent beaucoup. Je sature très vite avec ça. Et moi, j'ai toujours été élevé dans... on achète un produit de qualité qui va durer, on investit dans quelque chose qu'on connaît, qu'on sait. Et ça m'anime toujours, en fait. Hein, et c'est quelque chose qu'on peut réparer. Nos matelas sont réparables. Tu achètes un matelas, dans 5-6 ans, tu prends 10 kilos, il est un petit peu trop souple. Tu me le redonnes, on va changer les ressorts et puis on va te refaire un matelas un peu plus ferme. Donc on est dans ce modèle de possibilité de réparer le produit. Et pour moi, ça fait du sens. Ouais. Il faut vraiment qu'on entre dans un nouveau modèle. Ouais, moi je pense, par rapport aussi à ce que tu disais avant, moi je suis tout à fait aligné avec ça. Nous on parle beaucoup chez Bicomp de ce qu'on appelle la dématérialisation. C'est-à-dire déjà au début de réfléchir le produit, de le conceptualiser de façon à ce qu'on va utiliser un minimum.
comme je disais aussi avant, s'il y a des déchets dans la production, on va pouvoir le réutiliser dans quelque chose de plus petit, qui a un format qui colle avec la matière qui est encore à disposition. Je pense qu'on parle pas assez, on est très focalisé sur le recyclage, mais bien avant le recyclage, il y a comment est-ce qu'on va designer le produit pour déjà qu'on utilise un minimum de ressources, de 1, donc il y a la notion d'efficience. Et puis après, de dire qu'est-ce qui se passe après, à la fin du premier cycle d'utilisation. OK, on peut récupérer la matière, on peut en faire autre chose, et puis de vraiment imaginer cette circularité. Mais c'est quelque chose que l'entrepreneur doit faire en sorte que ça devienne la culture d'entreprise, parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit les gens qui produisent ces matelas qui vont dire François, en fait, on va faire comme ça. Alors peut-être, certainement, il y en a comme ça, mais... Et puis comme tu dis, moi je trouve un peu contradictoire en Suisse. Je crois qu'on se veut durable, on se veut éco-responsable. Et comme tu dis, on voit ces plateformes de vente où on connaît tous des gens qui commandent des produits sur ces plateformes. Donc moi, je n'arrive pas encore tout à fait à mettre en face ou en phase cette volonté qu'on a, cette volonté, je crois, partagée de passer justement à l'économie circulaire, mais qu'on reste dans cette consommation à outrance, comme je disais avant. J'ai de la peine à aligner ces deux bouts. Oui. Moi, je consomme très très peu en ligne. Parce que c'est trop facile, quoi. Le clic est trop facile. Et puis j'aime avoir le contact avec le vendeur. Je viens aussi de ce domaine-là, donc j'aime le contact, j'aime aussi le conseil. Ouais. Quand tu vas acheter un produit, tu as quelqu'un qui te conseille, qui connaît son produit, et te dit pourquoi tu dois l'acheter et quels sont ses avantages. Donc j'aime le commerce de proximité et j'espère que le commerce de proximité va revenir en ville et qu'en fait les municipalités, en l'occurrence, redonnent de la valeur au commerce, parce que le commerce est un lien social très important. Et puis, les différentes mesures qui sont prises maintenant dans certaines villes font que les commerçants s'en vont, parce qu'ils n'arrivent pas à vivre, à survivre. Et c'est dommage. J'espère qu'on va transformer un peu ça. Moi, je crois beaucoup au commerce de détail, au commerce de proximité. Et j'espère qu'on ne perde pas ça et qu'on y revienne vraiment. Il faut vraiment qu'on collabore ensemble, quoi. Il faut qu'on fasse ce ressort en matériaux biosourcés, en lin avec tes produits. Moi, je pense qu'on a quelque chose qui pourrait en tout cas présenter un bon début. Ouais, clairement. Excellent. Avec grand plaisir. Merci Fantastique. beaucoup, François. C'était un grand plaisir de découvrir ton monde fascinant. Et moi de découvrir le tien. Et puis au plaisir Magnifique. une fois aussi de te recevoir chez nous. Avec grand plaisir. Ouais. De montrer notre production. Merci beaucoup. Merci. Leader en transition, avec le soutien du service de la promotion de l'économie et de l'innovation du canton de Vaud et de la direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle du canton de Fribourg.